Les dragons, de fascinantes créatures qui ont été au centre de bien des histoires. De tout temps, ils ont symbolisé une force qui, par bien des égards, semblait nous dépasser. Dans une grande partie des mythes occidentaux, les dragons ont été vus comme dangereux, destructeurs et carnassiers. Ils étaient à l'origine d'un nombre incalculable de victimes, et chaque histoire donne naissance à un ou plusieurs héros qui ont su se dépasser, faire preuve d'inventivité pour en venir à bout. Pourtant, dans cette histoire, pas de dragon dangereux, ni carnassier. Il s'agit, à ma connaissance, du premier dragon réellement paisible que j'ai pu découvrir au cours de mon aventure dans le folklore français. On le nomma Drac, et son seul crime avait simplement été sa seule présence. Mais peut-être serait-il plus sage de remonter au début de l'histoire, alors que d'étranges traces avaient été remarquées dans la forêt environnant le village de Montpérou. Cela interpella bien des habitants. À qui pouvaient bien appartenir ces étranges marques ? Les chasseurs du coin se mirent donc en route, dans le but de débusquer la dite créature. Et elle ne fut pas si dure à trouver. En réalité, le plus compliqué fut de l'approcher, car une telle bête suscita dans un premier temps l'effroi et la crainte. Les chasseurs restèrent donc à bonne distance dans un premier temps, ne sachant pas s'ils devaient fuir ou s'en rapprocher. Pourtant, Drac était là, détendu et paisible. Un dragon vert qui ne semblait pas aussi effrayant que les dragons des légendes et histoires qu'ils avaient pu entendre. De retour au village, on décida de laisser le temps passer et de voir la situation évoluer. Des jours plus tard, le dragon était encore dans les parages, toujours calme et paisible. On découvrit qu'il ne se nourrissait pas de viande, mais bien de verdure. Cette information eut le don de rassurer la population, qui ne voyait plus en lui un prédateur potentiel ou un danger pour le bétail. Tout ce qui était à noter, c'était qu'il crachait du feu, mais dans l'immédiat, c'était un moindre mal. Dès lors, la crainte fit place à la curiosité. De plus en plus d'habitants venaient rendre visite au fameux dragon, et lui apportaient même des plantes aromatiques pour qu'il puisse se nourrir. On le baptisa peu à peu Drac, et le nom resta. D'autant que le dragon vert semblait avoir fait de la région son territoire, ce qui raviva toute la population du coin. L'objectif désormais pour les villageois était de faire en sorte qu'il reste. Pour cela, on chercha bien des solutions, mais aucune ne semblait faire l'unanimité. Il faut admettre que personne ne s'y connaissait réellement en dragon, et que la moindre mauvaise décision pouvait avoir comme effet de faire partir la créature. Cependant, le maire du village trouva une idée qui fit naître une majorité rapidement. Pour qu'un drac reste, peut-être serait-il judicieux de lui bâtir une demeure. Les dragons sont connus pour avoir des antres, alors pourquoi pas celui-ci ? Effectivement, l'idée ne semblait pas si absurde en y réfléchissant. Un animal territorial avait besoin d'un point de chute. Mais quoi comme demeure ? L'ironie voulut qu'un nouveau débat commença après avoir trouvé une solution. Un autre problème demeura. Quelle demeure, antre ou que sais-je, conviendrait à Drac ? Il était grand, mais pas aussi grand que la plupart des dragons qu'on décrivait dans les histoires. De plus, il semblait apprécier le soleil. Alors une grotte ou un lieu sombre ne serait pas une grande idée. Malgré que c'était bien souvent le lieu de prédilection pour de nombreuses créatures. Soudain, un éclair de lucidité se fit dans la foule, et unanimement, ils décidèrent que la future demeure de Drac serait un château. Bien des années plus tard, un fier château se dressait dans la contrée, et on prétendait dans toute la région qu'un dragon vivait à l'intérieur. Drac de Montpérou, le dragon vert adorateur d'herbes aromatisées. Une créature douce, gentille et pas dangereuse pour dessous, ce qui profita bien au village également. On venait des quatre coins de la région pour voir cette créature peu habituelle, et le village connut un essor touristique sans commune mesure, ce qui raviva bien rapidement l'humeur des commerçants qui profitaient bien de la situation. Dans l'ensemble, Drac semblait avoir acquis l'opinion populaire, et tout semblait aller pour le mieux. Pourtant, même si en apparence la forêt semble paisible, il peut s'y passer bien des choses entre les arbres, car si le village semblait se porter pour le mieux, ce n'était pas le cas de tout le monde, et dans la liesse populaire, beaucoup n'avaient pas remarqué que des personnes souffraient de cette situation. Un paysan arriva un jour auprès du maire en tenant une branche de vigne partiellement brûlée, implorant le gérant du village de faire quelque chose. « Je n'ai rien contre Drac, mais si jamais il continue de faire brûler mon champ, je risque de perdre tout ce pour quoi mes ancêtres ont travaillé si dur. » Et là, le maire était bien embêté. Il rassura l'homme et lui promit un dédommagement à la hauteur de ses pertes, car après tout, il pouvait se le permettre.
S'il n'y avait que cela comme problème, alors il s'en sortait bien. Cependant, vous vous en doutez, il n'y avait pas que cela. Des bonnes nouvelles s'étaient fait connaître par les éleveurs du coin. Ils n'avaient plus à craindre ni loups, ni autres prédateurs qui s'attaquaient bien souvent aux troupeaux par le passé. Nouvelle qui fut rassurante dans un premier temps. Sauf que la fuite des prédateurs avait eu des conséquences bien plus néfastes. Et là encore, ce fut les paysans qui en firent les frais. Car les chasseurs alertèrent le maire sur un sujet bien plus préoccupant. La fuite des prédateurs a fait que tous les animaux de la forêt se multiplient bien trop vite. Dans quelques années, ils s'en prendront à nos cultures, et on risque d'en faire les frais aussi longtemps que Drac sera dans les parages. La situation devenait bien plus préoccupante. Drac n'était pas un chasseur, ni un prédateur, mais il était assez fort pour faire fuir loups, renards et tout autre prédateur du coin, car c'était devenu son territoire. Par sa seule présence, il avait fragilisé le faible équilibre de l'écosystème. La grogne se faisait doucement sentir et le village commençait à se scinder en 2 clans. Mais le maire parvint à calmer les tensions tant bien que mal, car si le camp qui se voulait hostile à Drac était bien présent, il n'avait pas non plus le cœur à faire du mal à la pauvre créature qui n'avait rien fait de néfaste à proprement parler. On promit alors de trouver des solutions dans les prochains temps, de quoi calmer la grogne populaire, et il fallait admettre que les aides financières versées par le maire aidaient pour l'instant à contenir tout ce beau monde. Pour l'instant. L'année suivante, on pouvait entendre le village de Montpérou dans toute la contrée. Ça criait, ça hurlait, et pour cause. Comme on pouvait s'y attendre, la situation ne s'arrangea pas. Les paysans s'étaient à nouveau soulevés, soutenus par les chasseurs. À force de voir continuellement leur culture brûlée, mangée ou piétinée, tant par Drac que par les animaux de la forêt, la colère avait fini par atteindre son paroxysme. On voyait alors 2 camps bien distincts dans le village. D'un côté, ceux qui voulaient le départ de Drac, tandis que de l'autre, on pouvait voir ceux qui voulaient continuer à profiter de sa présence. Marchands et éleveurs s'étaient élevés pour prendre la défense de la bête, face à un maire, aussi démuni qu'impuissant. Au fond, personne n'avait tort, et personne n'était réellement en faute dans ce contexte. Drac n'avait rien fait de mal en soi, ni mis en danger le village. Cependant, les conséquences de sa présence se faisaient de plus en plus ressentir. La bête aimait naturellement faire brûler sa nourriture, et selon la saison, les incendies que cela pouvait provoquer étaient de plus en plus durs à contenir. De plus, les animaux sauvages dans la forêt s'étaient multipliés, ce qui avait parasité le travail des chasseurs qui ne pouvaient même plus se rendre dans les bois sans risquer leur vie. « Hola hola mes amis, calmez-vous » dit le maire. « Nous allons bien trouver une solution si nous dialoguons. » Malheureusement, plus aucun dialogue n'était possible, et cela se faisait sentir. Le brouhaha qui se faisait entendre entre les 2 groupes rendait d'ailleurs cela quasiment impossible. « Il faut qu'ils partent !»« Non, il faut qu'ils restent !» Globalement, c'était ce qui ressortait le plus dans tout ce capharnaüm, et on craignait de plus en plus que cela en vienne aux mains. Déjà, les enfants avaient été amenés à l'intérieur par des mères inquiètes de la situation. Au loin, on pouvait voir le château de Drac et la bête à son sommet, observant la situation, sans pouvoir y comprendre quoi que ce soit. Contre toute attente, le maire parvint à calmer une nouvelle fois les 2 groupes, ce qui eut le mérite de le surprendre. Que s'était-il passé ? Le groupe le plus véhément envers Drac avait abdiqué, mais bien trop facilement. La nuit suivante, le maire resta dans son lit à cogiter. Il savait que la situation n'était pas normale, et demeura un moment là, sans même voir le matin se lever. La réponse à tout son questionnement arriva aux aurores, lorsqu'un des villageois arriva en tapant à sa porte, réveillant toute la maisonnée au passage. « Monsieur le maire, c'est horrible !» Il se leva en sursaut. Ses craintes s'étaient révélées fondées, car aux premières lueurs du jour, tous les paysans du village, armés de fourches et de filets de pêche, se rendirent en forêt dans le but de capturer Drac, accompagnés des chasseurs qui connaissaient que trop bien ses allées et venues. Car le dragon était aussi routinier qu'il était territorial, et donc on choisit l'endroit le plus évident pour sa capture. Une clairière dans la forêt, l'endroit où on avait vu Drac pour la première fois, et qui serait aussi celui de sa dernière heure dans cette région. Sans surprise, le dragon était là, et il se laissa même approcher, nullement méfiant, trop habitué à l'homme désormais. Même recouvert de filets, il ne se débattit pas, en confiance. L'animal ne pensa pas une seconde qu'on lui voulait du mal, et il fallait l'admettre. Cela fendit le cœur des personnes ici présentes qui lui avouèrent « On ne te veut pas de mal, crois-nous, nous te le jurons. Nous aurions aimé trouver une autre solution, mais nous n'avions plus le choix. »
Mais aussi confiant qu'il soit, il était comme un chat qui n'aimait pas être retenu trop longtemps, et finit par se débattre. En vain, car les filets étaient déjà bien serrés, et ses membres entravés ingénieusement par les chasseurs, qui s'y connaissaient que trop bien dans le domaine. Alors, que faire désormais? Le relâcher hors de la région? C'était impensable, car il pourrait revenir, et le reste du village ne le laisserait pas se faire capturer une nouvelle fois. Le tuer? Personne ne pouvait tuer une telle créature. Personne n'en aurait la force. Il fallait trouver une solution, et l'un des hommes proposa « En attendant de savoir quoi faire, on pourrait le garder prisonnier, au moins le temps de savoir quelle solution on pourrait trouver. » C'était probablement la meilleure idée en l'état. Mais où? Car une bête de cette taille ne demeurerait pas attachée bien longtemps, et il fallait trouver un endroit qui pourrait résister à son feu. Tout semblait indiquer un seul endroit, et le même homme avoua ce que tout le monde pensait déjà. Le four? Dans les halls? Oui, c'était le meilleur endroit. Drac fut donc ramené de force au village, sous les yeux de tout le monde. Personne n'osa s'opposer à eux, de peur des répercussions de cette foule déjà bien remontée. Même le groupe qui leur tenait tête la veille n'osa piper un seul mot, et le dragon fut donc jeté dans le four, avant que l'on ne referme la porte derrière lui. On monta la garde jour et nuit pour prévenir un éventuel malin qui chercherait à le libérer. Autant vous dire que les tensions furent vives dans un premier temps, mais rapidement, tout le monde s'apaisa. Après tout, les marchands et les éleveurs qui avaient défendu le dragon ne pouvaient pas réellement leur en vouloir. Ils avaient agi principalement car ils avaient des familles et que la situation ne pouvait demeurer en l'état. C'était dur à accepter, mais c'était un dénouement en soi et d'une certaine manière, un soulagement. Avec le temps, la situation s'équilibra. Le maire eut plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. Les champs retrouvaient peu à peu la grandeur qu'ils avaient eue avant l'arrivée de Drac, et l'équilibre revenait dans les forêts environnantes avec le retour des animaux qui avaient fui. Le tourisme en avait certes souffert, mais des curieux venaient toujours au village pour voir le fameux four. Durant un temps, car petit à petit, on estima qu'il ne s'agissait que d'une histoire, puis peu à peu, d'une légende. Même une légende demeure vivante et racontée au fil du temps. C'est ainsi que celle de Drac survécut dans la mémoire, car bien des générations plus tard, le dragon n'était plus qu'un pâle souvenir, devenu le symbole de la ville de Montpérou, son animal totémique en quelque sorte, comme dans de nombreuses autres villes du coin. Quant au château, qui n'est certes aujourd'hui plus qu'une ruine, il demeura un temps la demeure où l'on logea les orphelins du coin. Ils étaient bien évidemment au courant de l'histoire, et étaient bien les seuls à croire qu'un dragon était enfermé dans les fours des halles de Montpérou, tant et si bien qu'un curieux rituel se propagea parmi eux, et tous les orphelins suivants qui dormaient dans le château. Ils avaient pris l'habitude de prendre un bouquet de plantes aromatiques qu'ils faisaient tomber entre les interstices en acier du four. Certains prétendaient avoir entendu quelque chose bouger à l'intérieur, sans jamais avoir pu vérifier, car dans le village, le four demeura fermé depuis la capture du dragon, et personne n'avait seulement essayé de l'ouvrir. Personne ne croyait non plus les enfants quand ils disaient que le dragon était dedans. Pour la majorité des adultes, ce n'était plus qu'une légende qu'on célébrait tous les ans dans le village, une histoire inscrite dans le folklore. Alors le rituel perdura à chaque nouvelle génération d'enfants, tout autant que le mystère du four demeura de plus en plus grand. Est-ce qu'il y a réellement un dragon dans le four ? Si c'est le cas, il suffit de l'ouvrir et on sera fixé. C'est ainsi que les habitants finirent par se laisser convaincre de la possibilité qu'une créature aussi légendaire puisse réellement être enfermée dans le four. Après tout, l'histoire devait bien venir de quelque part, et au moins, il découvrirait son corps. On entreprit donc d'ouvrir le fameux four. Cela demanda bien des efforts, car il avait été solidement scellé pour empêcher quelque chose d'en sortir. Après une lutte acharnée, la porte finit par céder, et l'on découvrit alors qu'il était vide. Aucune bête, aucun corps, même pas un os. Rien ne se trouvait à l'intérieur, et la légende redevint ce qu'elle était, une légende. Pourtant, un détail avait échappé aux yeux des habitants. Un détail qui, lui, sauta aux yeux des enfants. Il était vide, c'était un fait. Pas de dragon, pas la moindre trace. Mais il n'y avait pas non plus une seule trace des innombrables bouquets d'herbes aromatiques qu'ils avaient jetés dans ce four. Les enfants en étaient sûrs. Ils en avaient jeté pas plus tard que la semaine dernière, et il n'en restait même pas une feuille. Alors il sut.
Le dragon avait bien été là, mais était parvenu à s'échapper, on ne sait comment. Mais peut-être était-il plus sûr pour lui que cette information demeure cachée. Le dragon semblait avoir disparu et ne reviendrait sûrement plus jamais dans la région. L'histoire demeurait alors une légende, et ce n'était pas plus mal pour tout ce bon monde. Le temps passa, écrasant peu à peu le château de Castellas qui devint ruine avec les âges. Mais l'histoire de Drac, elle, perdurera, et probablement encore aussi longtemps qu'il y aura des personnes pour la raconter.